Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Adrien Badevant, je suis avocat au barreau de Paris, je travaille essentiellement sur les nouvelles technologies. Et ce matin, je voudrais parler avec vous d'un rapport qu'on a écrit en fin d'année dernière avec deux chercheurs, Rémi Ronfard et Camille François, respectivement, qui ont des backgrounds très VR et AR, et que nous avons remis à trois ministres qui nous avaient mandatés, ministère de la Culture, de l'Économie et du Numérique, pour une mission exploratoire sur les métavers. Donc c'est une mission qui est exploratoire, on ne prétend pas avoir fait le tour de la question, ni que cette étude soit prescriptive, exhaustive, mais elle permettait de mettre en lumière certains des enjeux. Et bien sûr, le rapport est assez long, il est en ligne, mission-métavers.fr si vous le souhaitez en français ou en anglais. Il fait 120 pages, donc je ne vais pas vous présenter tous les détails. Si vous avez des questions, je suis bien sûr disponible à la fin de cet échange-là. Et je vais venir illustrer certains des aspects qu'on a pu étudier. Le premier élément, tout d'abord, c'était un enjeu de définition, parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a quand même énormément d'approches différentes. Au cours de cette mission exploratoire, on a pu rencontrer 80 personnes de l'écosystème, des écosystèmes, car il y en a plusieurs. On a peut-être reçu 80 définitions différentes. Il y a aussi 40 personnes qui ont contribué par écrit, et encore avec des éléments de critères différenciants. Ce qui ressort principalement, c'est qu'il y a deux écosystèmes d'acteurs, et je ne voudrais pas simplifier la présentation ainsi, mais ça ressort quand même statistiquement qu'il y a des personnes qui viennent davantage des technologies immersives ou augmentées, et davantage des personnes qui venaient du secteur Web3, si c'est le titre du salon pendant ces 2 jours-là, mais qui est un terme qui est assez clivant pour plusieurs personnes, certains y croient, d'autres non. Et toujours est-il, ces deux écosystèmes, parfois il y a des personnes qui côtoient les deux, mais aussi se regardent un peu en chien de faïence, parce que depuis des années, les personnes des technologies immersives n'ont pas peut-être aussi eu ni le soutien ou les financements qu'ont connu l'année dernière en bull run certains des projets Web3. Et donc, il y avait certaines aussi parfois peut-être présentations asymétriquement caricaturales en disant le métavers c'est moi et c'est pas l'autre. Et pourtant, nous, ce qui ressort, c'est que depuis toutes les conférences qui existent depuis peut-être 24 mois, il y a une juxtaposition des termes NFT, Web3, métavers, blockchain. Tout est assez confondu et pourtant, il y a des interconnexions, mais pas nécessairement. Typiquement, ce qu'on a voulu faire ressortir au titre de ce rapport, donc je précise, nous ne travaillons pas pour le gouvernement. Nous sommes 3 personnes indépendantes qui avons remis sur notre temps libre ce rapport-là à différentes institutions. Et pour nous, c'est la dimension du service en ligne qui donne accès à des expériences immersives partagées 3D persistantes qui pouvaient venir définir ce qu'étaient les métavers. On utilise le pluriel davantage que le singulier. Et parfois, il y a des intersections avec les technologies de registre distribué, avec les blockchains, mais pas nécessairement. Donc il y a certains métavers qui reposent sur des blockchains. Vous connaissez des exemples, Sandbox, Decentraland. Mais il y a d'autres métavers qui ne vont pas reposer sur des technologies distribuées, de registre distribué. Donc, déjà, il n'y a pas une équation entre métavers égale Web3. Il y a beaucoup de personnes qui viennent du Web3, donc avec l'approche qui est intéressante de dire qu'il faut reprendre le contrôle sur ces identités, ces données, notamment par la tokenisation et le fait de pouvoir posséder ces actifs numériques, qui pensent que tous les métavers vont reposer sur la blockchain, et d'autres qui vont vous expliquer qu'aujourd'hui, les proto-métavers qui ont le plus d'utilisateurs, comme des plateformes, je dis proto-métavers parce que je pense que dans des années, ça sera très loin de ce qui pourra devenir des métavers, mais les plateformes comme Fortnite ou Roblox, qui ont plus de 250 millions d'utilisateurs, ne reposent pas sur des blockchains. Donc nous, on a présenté dans ce rapport un peu la préhistoire des métavers, montrer qu'il y a cette convergence de différents courants, du gaming, des technologies augmentées, des technologies de réalité virtuelle, et d'autres aspects, réseaux sociaux, etc., qui viennent aujourd'hui un peu dans cette nouvelle confluence pour proposer ces expériences immersives 3D partagées en temps réel, qui vont mettre encore un certain temps à se développer. Et la raison pour laquelle on n'utilise pas le singulier, c'est que le métavers avec un M majuscule, comme l'Internet avec un I majuscule qu'on a un peu déifié, avant d'arriver à un tout véritablement interopérable, ça peut prendre encore plusieurs années si jamais on arrive à atteindre ce stade-là. Donc, pour l'instant, nous, on met plus en avant la pluralité des possibles. En fait, qu'est-ce que c'est que les métavers? C'est avant tout une nouvelle ère esthétique, une nouvelle ère de créativité.
Et ce serait dommage de vouloir limiter la définition uniquement aux métavers industriels ou aux métavers qui sont à visée pédagogique, éducative, ou aux métavers plus pour culturel, entertainment. Je pense qu'il y a cette pluralité-là qu'il faut laisser advenir. Et il y a plusieurs courants qui pourront se déployer, plusieurs modèles d'affaires aussi associés qui pourront se développer. Typiquement, vous savez très bien qu'il y a des métavers qui sont hyper réalistes, qui vont viser par exemple à répliquer dans le détail et les rosaces de Notre-Dame, parce que c'est cette nuance de couleur, un peu comme ce qu'on a ici, qui est intéressante pour eux dans les vitraux, et d'autres qui vont avoir une approche beaucoup plus voxelisée, comme vous êtes tous dans cette salle très certainement au courant. Le voxel, c'est l'unité graphique en 3D de ce que le pixel était sur la 2D, et voxelisé avec une approche beaucoup plus gamifiée, comme ce que vous pouvez avoir typiquement dans Roblox ou dans Sandbox. Et donc, parler d'interopérabilité, ne serait-ce qu'avec des métavers qui n'ont pas le même rendu, vous voyez que ça pose déjà de nombreuses questions. Une fois qu'on a fait ces éléments de définition, on est venu un peu explorer différents pans. C'est un rapport qui parle à la fois des enjeux économiques, à la fois des enjeux réglementaires, sociétaux. Et donc, encore une fois, je ne vais pas aller dans tous les détails aujourd'hui, mais pour vous donner certaines illustrations, on a pensé que c'était très important au niveau de l'écosystème français, et la France, via la France au niveau de l'écosystème européen, de réinvestir les instances de standardisation technologique. C'est d'ailleurs ce que Bercy a fait il y a 2 semaines, peut-être que pour certains d'entre vous, vous y étiez, en lançant un groupe avec l'AFNOR sur la normalisation justement, un groupe de travail et d'études spécifiques au métavers sur la normalisation. On pense que c'est très important aujourd'hui, donc dans cette perspective justement de ne pas avoir encore des îlots oligopolistiques qui sont un peu tous les uns fermés aux autres, de revenir aussi sur les normes et les standards sous-jacents. Ça, c'était une de nos recommandations. Et bon, il s'avère que celle-ci a été écoutée et suivie. Il y a d'autres recommandations qui ne le seront certainement pas. Mais nous, notre invitation, c'était aussi de dire que le métavers, bien qu'il aurait beaucoup de déploiement et de développement industriel, la France devait, au niveau en tout cas de la politique publique française, l'appréhender comme un enjeu de soft power, c'est-à-dire si on considère que les métavers, ça sera le nouveau temps de cerveau disponible des expériences immersives dans 10 ans, et quand on entend que Netflix aujourd'hui se présente comme une entreprise dont le seul concurrent est le sommeil, il faut peut-être investir, soutenir l'écosystème de studios, de production 3D, de créateurs qu'on a et qui font la force aussi de l'écosystème français pour être en mesure de proposer ces expériences dès à présent, mais progressivement dans les prochaines années. Parce que qu'est-ce qui fait l'avantage compétitif de notre pays, notamment, c'est son patrimoine, sa culture, ses musées, ses bâtiments. Et demain, si on n'est pas capable d'être le pays de la haute culture dans les métavers comme on l'est aujourd'hui, le pays très connu pour la haute couture, il y a beaucoup de risques aussi que des prestataires étrangers viennent avec des offres qui ne peuvent pas trop être refusées directement auprès des institutions culturelles, des musées, etc., venir numériser et proposer des expériences qui viennent finalement complètement détourner la valeur et ne pas suivre certains standards et certaines expériences immersives qui pourraient être développées directement au sein de notre pays. Par ailleurs, il y a une nécessité aussi de bien étudier la chaîne de valeur. Je pense qu'aujourd'hui, ces études sont insuffisamment faites. Il y a beaucoup de rapports qui sont sortis pour répliquer seulement des billets de blog de VC américains qui viennent présenter la chaîne de valeur des métavers comme celle en fait, d'Internet, avec la couche hardware, software et le cyberspace par-dessus. Mais il faut bien plus aller en détail pour voir quels vont être les nouveaux modèles d'affaires associés, voir aussi en France quels sont les paris qu'on va faire, les combats qu'on veut mener. Quand vous avez un plan d'investissement en avenir comme le PIA 4, qui sont en fait des poches d'investissement, il y a France 2030, avec sur les industries créatives culturelles et les métavers plusieurs centaines de millions d'euros. La question au niveau étatique, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut prioriser. Est-ce que vous saupoudrez en distribuant à différents acteurs? Est-ce que vous mettez l'accent sur certains, je ne sais pas, moteurs de jeux 3D, etc. Donc il y a ces questions qui ont été étudiées. Puis il y a également tous les enjeux par rapport à la réglementation de certains acteurs. Si on
dans les 10 minutes qui restent, si on réfléchit à la chronologie en fait, du développement des métavers, encore une fois, dans plusieurs années, dans 10, 15, 20 ans, les usages sont très différents de ceux qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et ce qu'on a remarqué en discutant avec les institutions publiques, c'est aussi très difficile pour eux d'appréhender les usages, puisqu'ils ne sont pas encore complètement existants. Il y en a certains qui ont fait certainement des expériences aujourd'hui avec des casques, avec des lunettes de réalité augmentée, etc. Mais c'est un peu comme quand Bill Gates il était dans le talk show de Letterman dans les années 90 où on lui demandait ce que c'était Internet et il répondait ça servait à regarder le baseball. Tout le monde rigolait avec les rires préenregistrés. Et en fait, il expliquait que c'était le baseball quand on veut, où on veut. Et en fait, Bill Gates, dans les années 90, décrit avant l'heure le streaming et le business model de Netflix qui advient 30 ans après. Donc on est un peu dans cette même phase avec les métavers, c'est-à-dire que c'est encore difficile de se projeter sur les usages. Et pourtant, il va falloir dès aujourd'hui soutenir l'écosystème, les créateurs, les développeurs, l'écosystème français pour choisir certaines orientations et pouvoir être en mesure d'être force de proposition. Plusieurs comparaisons qui peuvent être faites. En Corée du Sud, il y a des budgets assez significatifs qui sont développés. Après, peut-être que les citoyens coréens, eux, sont plus à l'aise avec les usages numériques et pensent complètement faire des services publics dans les métavers. En France, il semble qu'on a déjà du mal à le faire avec Internet, donc je pense que ça serait un peu ambitieux de penser qu'on va faire nos démarches publiques dans les métavers, mais il peut pour autant avoir une véritable politique publique dans les métavers. Sur les enjeux de régulation, à court terme, les métavers, c'est avant tout l'intersection entre les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous allez avoir des expériences immersives qui vont avoir des enjeux de propriété intellectuelle pour avoir certaines autorisations, de répliquer de manière photogrammétrique ou autre les bâtiments existants, savoir si vous avez les autorisations préalables, la possibilité de changer ses œuvres, de faire des expériences un peu inédites dedans. Vous avez des questions pour les métavers qui reposent sur les blockchains, donc qui ne sont pas tous les métavers, mais typiquement sur une approche très Web3. Aujourd'hui, il y a tout un enjeu de requalification de certaines personnes qui font des drops de NFT ou des play to earn en jeu d'argent et de hasard, qui est une régulation assez stricte, qui est encadrée par le Code de la sécurité intérieure, notamment beaucoup de discussions, comme certains ont pu peut-être suivre, entre une start-up française qui a particulièrement bien marché après avoir levé plus de 600 millions, qui est Sorare, et l'autorité nationale des jeux, Bercy, etc., pour le fait de savoir si, à partir du moment où vous êtes dans un écosystème où vous faites un sacrifice financier sur une espérance de gain liée à des tokens, où vous êtes dans des loot box, vous ne savez pas exactement ce qui va vous être donné ou associé par rapport à cet actif sous-jacent, est-ce que vous êtes dans quelque chose qui doit être soumis à un agrément ou une autorisation préalable ou qui est en fait strictement contrôlé. Donc vous voyez ces enjeux de réglementation-là, là je vous en ai donné une assez précise, vous pouvez avoir les mêmes enjeux par rapport à l'application de textes relatifs à la détention, à la gestion de clés privées de déchiffrement pour le compte de tiers, etc. Ça vient éventuellement, en fonction de l'entreprise qui porte le projet, qui est dans l'innovation, lui demander de se projeter sur plusieurs mois en avance pour connaître sa roadmap stratégique, économique, juridique, et savoir si elle va pouvoir évoluer dans l'écosystème français. Bien sûr, le but, c'est de ne pas avoir une innovation qui soit complètement sans règles, mais il faut peut-être aussi savoir trouver le bon curseur pour trouver le moyen d'accompagner l'innovation de manière responsable et de permettre à ces entreprises de trouver ce juste milieu-là qui permet de développer des nouveaux business models, peut-être avec des régulations ad hoc dans certains cas. Donc vous voyez que les questions sont très différentes en fonction des types de métavers. Si vous êtes dans des métavers qui reposent sur les blockchains, je pense un peu plus à ces exemples aujourd'hui puisque cette conférence et ces événements sont relatifs au Web3. Vous avez des enjeux de qualification des tokens, vous avez des enjeux aujourd'hui dans le code monétaire et financier, les jetons sont définis, le caractère fongible, non fongible n'est pas censé être une condition distinguante et pourtant aujourd'hui les NFT ne sont pas considérés comme les jetons qui sont définis dans le code monétaire et financier, soumis à certaines procédures d'agrément, d'enregistrement auprès de l'AMF, etc. Donc vous avez tous ces enjeux de KYC et autres, de fiscalité, de la TVA associée au NFT qui doit être encore beaucoup plus affiné. Et donc ça, c'était pour vous donner quelques enjeux de réglementation. De manière plus large, dans les métavers, même ceux qui ne reposent pas sur les blockchains, vous avez des utilisateurs qui sont souvent aussi plus jeunes. Quand vous êtes sur Roblox, Fortnite, il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont moins de 18 ans, où ça c'est l'âge légal en France, mais après par rapport à la collecte de données personnelles, il faut se positionner à des standards un peu plus bas, c'est 15 ans en France. Et là la question se pose sur les solutions d'identification.
comment vous allez rentrer dans ces métavers, comment vous allez pouvoir, dans les métavers, avoir plusieurs identités, qui va être la personne qui va gérer ces services d'identité, est-ce que ça va être la plateforme, comme aujourd'hui vous avez le Facebook Connect, le Google Connect, qui est directement en concurrence avec les États pour l'émission de passeports numériques finalement, et c'est eux qui gardent toutes vos informations d'identification, ou est-ce que vous allez avoir des acteurs qui peuvent être très différents, ça peut être Ledger, ça peut être La Poste, ça peut être France Connect, qui donnent des solutions avec peut-être des solutions de pseudonymes opposables ou de tiers de confiance, qui sont des services d'identification qui peuvent reposer sur différents types de technologies comme le Zero Knowledge. Et donc c'est aussi ça les enjeux de souveraineté. C'est pas seulement la souveraineté numérique comme on l'entend avec le stockage des données de santé sans appel d'offres préalables qui sont confiées à Azure, c'est aussi les questions de solutions d'identification. Donc on a beaucoup parlé de souveraineté dans le rapport, par rapport à la démarche française de souveraineté culturelle, mais sur toutes ces solutions de solutions d'identification, et vous avez encore d'autres enjeux. Si vous voulez constater demain, faire du forensic, des investigations en ligne, pour savoir par exemple si il y a certains mouvements de fonds qui sont suspects. Vous faites des investigations on-chain, tout le monde connaît Chain Analysis. Il y a beaucoup de services de direction générale à Bercy au ministère de l'Intérieur qui utilisent ces services-là, ce qui n'est pas problématique en soi, mais le Chain Analysis, comme vous savez, c'est des algorithmes qui fonctionnent et qui sont nourris par certaines données d'entrée, les requêtes que vous faites dessus. Si les requêtes que vous faites sur un outil comme ça, c'est des requêtes sur des éléments de nature assez sensible, les données du contribuable, etc., et que l'acteur qui collecte ces données est un acteur américain dont vous dépendez économiquement, parce qu'en fait c'est la seule solution, bon, il y en a d'autres sur le marché, il y a Elliptic, etc., mais en tout cas les contrats sont signés avec eux, et que vous n'avez pas pris les mesures de protection nécessaires dans des standards techniques et organisationnels pour préserver les requêtes et les données des contribuables, bah, là vous êtes en train de complètement, en termes d'intelligence économique, faire partir un grand tas d'informations. Donc nous, on a par exemple proposé que soit étudiée la possibilité de créer un chain analysis européen. On n'est pas encore sur des montants qui sont complètement dithyrambiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça n'a aucun sens de créer un Search Engine Optimization concurrent de Google qui a 80% de part de marché en France, c'est trop tard. Mais par contre, sur des outils de forensic sur de l'analyse on-chain, la chain analysis, ça pourrait faire sens. Donc vous voyez, c'est ces différentes questions qu'on a, et ces différentes, encore une fois, on a posé les questions pour avoir ce débat ouvert. Il y a d'ailleurs plusieurs événements qui vont suivre, et s'il y en a parmi cette salle ou qui regardent, qui voudraient y participer, c'est avec plaisir. C'est justement pour ouvrir la discussion, on n'est pas du tout prescriptif sur le sujet. Il y a des enjeux de standardisation technologique, il y a des enjeux d'analyser la chaîne de valeur pour savoir où investir. Il y a des enjeux de réglementation éventuellement ou de créer des sandbox, des environnements plus propres à l'innovation. Et puis il y a aussi des enjeux sociétaux qui sont très forts. Pour en illustrer quelques-uns et respecter le temps qui m'est imparti, vous avez des enjeux par rapport aux impacts sur la santé de certaines devices. Il y a des études qui existent déjà, mais je pense qu'il y en aura de plus en plus, elles seront plus poussées. Mais les casques de réalité virtuelle, par exemple, si vous les mettez à disposition d'une population plus jeune, qui sont des collégiens en 6e, 5e, aujourd'hui, moi je ne suis pas expert technologique, il y avait dans mon groupe de travail Rémi Ronfard qui, lui, l'est beaucoup plus. La littérature montre quand même que les expériences prolongées en dessous de 15 ans ou en dessous de certains âges, en fonction du type d'expérience, peuvent avoir des conséquences, fatigue visuelle, fatigue physique, etc. Donc il y a bien sûr une évolution de tous ces appareils dans les mois et les années à venir qui vont les rendre plus légers, plus optimales, etc. Mais il y a quand même des études sur l'impact sur la santé qui vont être importantes. Idem d'un point de vue environnemental, bien sûr. Il y a des arbitrages à réaliser. Il n'y a peut-être pas une nécessité d'avoir des métavers pour tout type d'usage. Il faut se garder d'une approche qui soit solutionniste, dire que la technologie va régler tous les problèmes de la société. Et peut-être que les métavers sont très intéressants pour certains usages culturels. Peut-être que certaines technologies sociales immersives sont très intéressantes pour des usages d'éducation, mais peut-être que ce n'est pas de manière permanente. Donc du coup, ce n'est plus des expériences partagées temps réel, comme sont les métavers, c'est avec des technologies de réalité virtuelle augmentée. Mais il faut bien avoir en tête aussi ces enjeux environnementaux, parce que le computing power sous-jacent qui va être utilisé va être forcément de plus en plus important. Merci pour votre attention et je suis à votre disposition pour continuer la conversation par la suite.